Bonjour à tous, bonjour Gilles Kepel. Bonjour. On va revenir sur cet attentat déjoué à Paris ce week-end. Apparemment, 2 églises étaient visées, une femme a été tuée. Ce qui surprend, c'est que le terroriste présumé a été arrêté un peu par hasard. Ça veut dire qu'il faut plus compter sur la chance que sur les services de renseignement? Dans ce qu'on appelle la troisième génération du djihadisme, dont Merah a été la première expression sur le territoire français, dont Nemouche, puis les Kouachi et Koulibaly sont la continuation et dans lequel semble s'inscrire Sid Ahmed Rlam, on a des individus qui sont formatés intellectuellement, qui sont endoctrinés, qui ont une feuille de route globale, mais à qui on laisse une assez grande latitude d'action. C'est pas comme le 11 septembre où Ben Laden avait tout planifié, payé les billets d'avion, les cours de pilotage. Oui. Ce qui fait que... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre direct pour une action déterminée? Il ne semble pas, non. Les individus qui commettent les actions ont une certaine latitude, si vous voulez. Ils ont un cadre d'action, mais c'est eux qui vont décider des détails, qui vont choisir les cibles, si possible dans leur environnement immédiat. Merah, dans une école juive qu'il connaissait près de chez lui, les militaires à Montauban, par exemple, etc. Et cela... évidemment, pour les terroristes, ça permet de passer sous le radar de la police parce que les écoutes sont difficiles à faire pour des choses comme ça. Les individus le font eux-mêmes, mais en même temps... Pourtant, là, le suspect avait été repéré. Oui, mais pas arrêté. Oui, mais repérer, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas mettre en prison toutes les personnes qui sont repérées et qui, sur Facebook, disent « je veux partir au djihad ». On a des problèmes, évidemment, y compris de ressources humaines pour les policiers. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans un certain nombre de cas, les individus en question ne sont pas tout à fait à la hauteur des tâches qui leur ont été confiées de manière générale par l'organisation terroriste. Ainsi, Mehdi Nemmouche est arrêté après avoir tué ses victimes au musée juif de Bruxelles dans un autocar de Eurolines qu'on surnomme à Marseille l'autocar du shit qui amène la drogue d'Amsterdam via Bruxelles à Marseille, et n'importe quel douanier débutant va perquisitionner cet autocar, si vous voulez. Il est arrêté avec un arsenal. De même, celui-ci, alors on ne connaît pas exactement les conditions. Probablement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses que la police connaît, mais n'explique pas. Qu'est-ce qui fait qu'un individu comme ça est trouvé avec un pareil arsenal dans sa voiture? Pourquoi y a-t-il ces 2 blessures sur lui-même? Tout ça semble extrêmement curieux. Pour l'instant, on n'a pas encore les explications, mais en tout cas, on voit bien que du fait que les individus ne sont pas des terroristes professionnels, si vous voulez, ce sont des amateurs qui sont poussés à l'action, ils commettent un certain nombre de fautes que des terroristes qui ont été formés longuement et qui sont les exécutants n'auraient certainement pas commises. Est-ce que cet attentat déjoué montre que l'État islamique tente d'exporter, si l'on peut dire, la guerre du Proche-Orient en Europe? Alors, vous savez, c'est très difficile de savoir ce qui est État islamique comme tel et ce qui est cette nébuleuse très large qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est l'un des champs de bataille. On a 1500 ou je ne sais combien de Français qui sont là-bas. Et le Moyen-Orient, à travers la Syrie et l'Irak d'un côté, mais aussi de manière croissante la Libye et le sud tunisien, et comme on l'a vu aussi avec l'attentat jusqu'au Bardo la dernière fois, sont finalement le même domaine. Un domaine qui percole parce que tout est sur Internet. Et ce qui me frappe énormément, moi, c'est que si effectivement la cible était bien, comme on l'a annoncé, les églises et les chrétiens, on a passé un stade. Mais ce stade, il a déjà... Alors, ça, c'est nouveau, parce que jusqu'ici, c'était plutôt les lieux juifs qui étaient visés. Cette fois-ci, ce sont des églises chrétiennes. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie? C'est pas seulement les lieux juifs. Il y avait 3 grandes cibles fixées par l'idéologue de ce mouvement du djihad de 3e génération, Abu Musab Souri, qui est un ingénieur syrien formé en France et qui met tout ça en ligne dès janvier 2005, dans un volumineux ouvrage en arabe, Appel à la résistance islamique mondiale, Da'wa al-Muqawama al-Islami al-Alami, dont j'ai traduit des extraits dès 2008 du reste, et qui indique 3 cibles de proximité. Les intellectuels laïcs anti-musulmans, les juifs et les apostats, c'est-à-dire les mauvais musulmans, qui doivent être aussi condamnés à mort. Si vous regardez l'affaire Charlie, il y a les 3 qui sont ciblés. Les intellectuels, c'est les journalistes Charlie. L'apostat, c'est le malheureux brigadier vététiste Ahmed Mrabet, qui a été tué puis achevé comme tel. Et ensuite, c'est les clients de l'hypercacher. Et là,
s'ajoutent effectivement comme cible, c'est le cas les chrétiens. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que depuis un certain temps, et j'étais récemment au Kurdistan irakien, où j'ai pu entendre un grand nombre de chrétiens irakiens chassés de Mossoul raconter la façon dont ils ont dû sauver leur peau à toute allure, comme les yézidis et les autres. On a vu aussi les exécutions en Libye de chrétiens coptes d'Égypte et ce week-end dans des conditions particulièrement atroces de chrétiens éthiopiens, candidats au départ. Et on voit bien que aujourd'hui, dans la vision radicale du salafisme djihadiste, de cette vision particulière et sectaire de l'islam dont se réclament ceux qui commettent ces actes, il n'y a plus ni chrétiens, ni juifs, ni autres musulmans, il n'y a que les membres de la secte et... Si on n'est pas sunnite, si on n'est pas radical... Même si on est sunnite, si on n'est pas radical comme ils le pensent, on est bon à être exécuté. Et c'est cela que nourrit cet imaginaire nouveau qui est nourri à longueur de temps par les vidéos. Si vous voulez, la différence entre Ben Laden et l'époque Ben Laden, le djihad de deuxième génération et ce djihad 3G, c'est qu'à l'époque, l'idée c'était de fournir des images qui passaient à la télévision. C'était tellement violent que vous ne pouviez pas, vous, France 2 ou autres, ne pas les mettre en ligne. C'était formaté comme tel. Il n'y avait pas le même niveau de précision dans l'horreur parce que ça aurait été censuré. Alors que là, ceux qui produisent les images et ceux qui les diffusent, c'est la même chose, puisque c'est le monde des réseaux sociaux, vous voyez. Et ça permet d'aller beaucoup plus profond dans la subjectivité des individus, y compris en s'adressant au langage Jones, si j'ose dire, en pointant les failles de la société, ce qui explique aussi le nombre de convertis radicaux qui adhèrent à cette vision des choses. La France est une véritable cible du terrorisme? L'Europe en général, parce que pour ce Abu Musab al-Souri, justement, l'erreur de Ben Laden, c'était d'avoir visé les États-Unis, trop puissants, trop loin. Alors que selon eux, c'est l'Europe qui est le ventre mou de l'Occident et qu'il faut attaquer en priorité en multipliant ce type d'action avec pour objectif de dresser les individus les uns contre les autres, de faire qu'un jour il y ait des réactions contre une mosquée, contre des musulmans, que du coup, les musulmans dans l'ensemble se rangent dans leur vision paranoïaque des choses, des individus en question, se rangent derrière les plus extrémistes et qu'on aboutisse à des situations de guerre civile. Et c'est ça justement que la grande manifestation du 11 janvier a réussi à mettre de côté. Si vous voulez, il y a eu une réaction très digne, unitaire, mais qui n'était pas une manifestation qui allait dans cette volonté de guerre civile qui était celle des islamistes aujourd'hui, des radicaux. Merci Gilles Kepel.